Je n'écris pas d'ordinaire sur les randos à moins qu'il y ait une mésaventure drôle ou un panorama dont on peut se vanter. Mais ceci est resté coincé derrière mes yeux depuis le premier week-end de ce mois, et le sommeil n'y a rien fait. Je suis photographe indépendant avec trop de temps entre les contrats. Alors quand Callum m'a envoyé un message pour une traversée du plateau des Cairngorms, passer la couronne de granit et un bivouac au bord du loch, j'ai dit oui sans hésiter. Ney est venu parce que c'est le seul qui monte du vrai matos à café au-dessus de 1000 mètres et parce qu'il déteste la ville au bord de l'automne. On se connaît depuis des années, colocataire jadis, puis à la dérive, puis un ping WhatsApp tous les quelques mois, jusqu'à ce qu'un plan apparaisse. Pas de drame, pas de bagages, au-delà de genouillères et de mauvaises blagues. La météo annonçait une brève fenêtre claire entre deux bandes de sale temps. Nous sommes partis du centre de ski dans cette heure bleue et froide où tout semble vous donner raison. Callum est de ces Écossais discrets qui connaissent les noms des collines et le gaélique qui les sous-tend, mais n'en parlent jamais à moins qu'on demande. Et c'est pour ça que j'ai demandé, pendant qu'on traçait du doigt l'itinéraire. Monter au plateau, passer par le grand sommet, descendre vers l'abri près du loch si le vent devenait insistant. Il nous a dit qu'autrefois, on parlait d'une chose qui marchait là-haut dans le brouillard, plus grande que n'importe quel homme, qu'on ne voyait que quand on regardait de travers sa propre ombre. Netari a dit que si ça existait, il en vendrait les droits à Netflix. Je ne suis pas superstitieux avec les montagnes. Je n'aime juste pas qu'on les sous-estime. Je précise cela parce que beaucoup de ce qui a suivi est plus facile à repousser si vous pensez que nous sommes allés la chercher. Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes partis pour un samedi aux jambes lourdes et un petit déjeuner dominical au bord d'une eau sombre. La montée nous a coupé le souffle comme une grimpée est censée le faire. Le sentier s'est changé en dalles, puis en blocs inclinés qui bougent quand on se relâche. Le givre mordait la bruyère et la faisait scintiller, et nous n'arrêtions pas de nous arrêter pour regarder des corbeaux plongés comme des couteaux lancés. La montagne ressemblait à un énorme animal dormant sous une couverture grise. Je prends trop de photos d'habitude, mais la lumière était plate. Alors j'ai rangé l'appareil et me suis promis que le sommet serait mieux. Nous gardions un bon rythme et la plupart de la matinée nous étions seuls, ce qui donnait l'impression de gagner. Quelque part près d'un petit tarn dont nous n'avons jamais su le nom, nous avons dépassé un bout de la carte ordonnance survey de quelqu'un, pris dans la bruyère, le coin avec les notes de déclinaison et un 189 maculé par un pouce. Nous avons plaisanté sur des miettes de pain tombées. Nous n'avons pas plaisanté sur le fait que ça semblait arraché, pas coupé. La brume nous a trouvés vers midi, comme elle le fait là-haut. Pas de drame, juste un souffle qui épaissit et qui continue d'épaissir jusqu'à ce que le monde devienne une pièce dont les murs sont à une longueur de bras. Nous avons continué à parler parce que le silence dans le brouillard, c'est comme tendre son portefeuille, et nos voix sonnaient humides et proches de nos visages. Quelque part après Locan Buid, le sentier a disparu et n'est resté qu'une suggestion sous nos semelles. C'est là que j'ai entendu la foulée en plus. D'abord, j'ai cru que c'était le vent qui bousculait un écho, mais le vent ne fait pas d'écho, et ce que j'entendais était plus lourd que nos pas, presque paresseux, comme si quelqu'un aux jambes plus longues marchait juste hors de vue, sans se presser, sans se fatiguer. J'ai resserré les sangles de mon sac et me suis dit de me concentrer sur le prochain bloc, puis le suivant. Nate a demandé si l'un de nous avait dit quelque chose. Nous avons tous deux dit non. Le sommet est arrivé comme si nous avions marché vers lui toute notre vie. Un cairn plus grand qu'une voiture, et la borne trigonométrique avec du givre peigné par le vent. Je peux dire maintenant que la première chose étrange que nous avons vue a une explication, mais sur le moment, ça nous a tordu le souffle. Le soleil a combattu à travers les nuages juste assez pour nous projeter devant, et une silhouette énorme se tenait là où nos ombres se tenaient, cerclée d'un halo pâle comme une nappe d'huile mouillée, 3 géants nous mimant. La vue m'a soulevé le cœur. Nos cerveaux nous ont renvoyé à la figure la taille que nous avions l'air d'avoir. Oui, Callum a ri, et nous l'a montré avec ses mains. Votre propre ombre, sur la brume, l'anneau de gloire, un effet d'optique.
Il a prononcé le nom que les gens donnent à la chose ici haut et a haussé les épaules comme si même les noms étaient soumis à la météo. Nous avons touché la borne comme on touche un talisman, pris une photo rapide que personne n'a regardée depuis et nous sommes repartis de l'autre côté. Descendre ce champ de blocs, c'est comme essayer de marcher sur les phalanges d'un géant, les yeux fermés. Les blocs de granit bougent. La mousse est traîtresse, tout à 3 surfaces de plus que prévu. Nous avons ralenti et vérifié chaque pas. Et c'est là que la foulée en plus s'est résolue en quelque chose de précis. Elle nous correspondait, mais hors du temps, comme si elle avait décidé de faire de plus grandes enjambées juste un peu après nous. Pas, puis un 4e son, lourd, doux, une patience mesurée. Callum s'est retourné si vite qu'il a glissé et juré. Le brouillard a gardé son visage impassible. Nate a lancé un « hello » à la britannique, poli et maladroit, comme si nous étions dans le passage de quelqu'un. Rien n'a répondu. Nous avons attendu, et c'était le pire. Le 4e son a continué de marcher quelques pas au-delà de nous avant de s'arrêter, comme si ce qu'il faisait avait sa propre inertie. Nous nous sommes compris sans le dire. Nous ne camperions pas avec l'air qui se refermait sur nous comme de la laine mouillée. La cabane près de Lokechakan, Hutchison, n'était pas loin de vol d'oiseaux, mais les corbeaux volent mieux que des hommes fatigués et le brouillard mange les distances. Callum s'est tordu le genou en descendant d'un bloc et nous avons dû faire une pause. Et pendant cette pause, la foulée nous a contournés encore, légère sur la pierre, lourde sur la mousse, lente, jamais pressée. Le sentiment que j'ai eu n'était pas la menace. C'était la propriété, comme quand on traverse le jardin d'un inconnu en espérant qu'il ne sorte pas vous demander ce que vous faites là. Quand le refuge a enfin émergé du gris, un carré sombre dans une pierre plus sombre encore, j'ai eu envie de le serrer dans mes bras. Dedans, ça sentait le pain humide et la vieille fumée. La porte raclait le seuil. Sur la poutre près de l'entrée, des lettres griffées avec une clé ou un couteau, F-Liat, comme si quelqu'un avait commencé un mot qu'il ne voulait pas terminer. La nuit est tombée vite et absolument, et nous étions reconnaissants d'avoir des murs jusqu'à ce que nous commencions à entendre les pierres atterrir. L'une a cliqueté contre la tasse en étain à côté de ma botte et a fait sursauter Nate assez fort pour qu'il esquisse un sourire d'excuse. Puis une autre a tapoté la meurtrière délibérément, pas comme le vent, mais comme quelqu'un qui teste la peau d'un tambour. On s'est dit que c'était le givre qui éclatait. On s'est dit que c'était un renard qui fouinait. Le 4e pas faisait sa ronde dehors sur un gravier que nous n'avions pas remarqué. Lent, puis un arrêt, puis lent à nouveau, comme faire les 100 pas pendant un coup de fil. Le pire, c'était le silence entre. Chaque fois que les pas s'arrêtaient, le calme nous appuyait sur le visage et ma bouche se remplissait d'un goût de cuivre. Callum a dit qu'on devait faire bouillir de l'eau et manger parce que la nourriture remet l'humeur en place. Alors on l'a fait, et la vapeur de la casserole formait un halo autour de nos frontales, et je regardais toujours le loquet. Vers minuit, il y a eu un son qui n'était ni un pas, ni une pierre. Une longue, lente expiration qui enflait et s'éteignait, comme du vent qui parcourt un tube creux, sauf que tout le tube était du granit. Elle a rampé le long du toit d'un bord à l'autre. Nate a articulé « T'as entendu ça ?» et j'ai hoché la tête, parce que si je disais oui à voix haute, ça me semblait donner la permission que ça entre. C'est ridicule, je sais, mais la montagne rapetisse les raisons. Puis le noquet s'est soulevé d'un demi-centimètre et a retombé d'un coup avec un son qui nous a fait bondir. La porte ne s'est pas ouverte, pas même un peu, et l'espace en bas était trop étroit pour des doigts. Nous avons poussé le banc devant, et nous nous sommes assis dessus comme des gardes médiévaux nerveux. Quelque chose s'est appuyé de l'autre côté. Le bois a gémi, pas une poussée, juste un poids qui trouvait sa place pour 1 minute tranquille. Ça s'est retiré, et les pas ont repris, périmètre lent et infatigable. Le sommeil est venu par à-coups, comme tomber par une trappe et retomber sur la même plateforme en bois. À la première lueur, si on peut appeler lumière cette clarté aqueuse et pas tout à fait lumière, nous avons ouvert la porte en nous attendant à ce que le monde ait remis tous ses meubles. Dehors,
Le givre avait peint la bruyère et aplati la boue en sucre. Il y avait des marques qui ne ressemblaient pas à des empreintes de bottes. Elles étaient plus longues, arrondies aux deux bouts, comme si talons et orteils avaient décidé d'être la même chose. Et elles étaient très espacées, trop pour que l'un de nous les fasse sans un grand élan. 3 d'affilée partaient de la porte vers les blocs et disparaissaient là où le sol redevenait pierre. J'ai envisagé de sortir l'appareil, puis j'ai pensé à la façon dont une photo vous attache à quelque chose. Calum a chuchoté qu'on devrait bouger. Il n'a pas dit vite. Il n'en avait pas besoin. Nous avons raccourci l'itinéraire, visant aussi droit que possible le centre de ski, comptant les azimuts, puis comptant les pas, parce que c'est comme ça qu'on fabrique de la distance à partir du rien. Le brouillard s'est aminci et nous pouvions voir un liseré de crête comme un trait de crayon. La 4e foulée a suivi un moment sur notre gauche, indifférente au terrain qui nous faisait jurer entre nos dents. De temps en temps, elle se rapprochait jusqu'à ce que je la sente comme on sent un bus passer dans une rue étroite. Une pression qui ne vous touche pas, mais insiste pour être sentie. Nate a marmonné qu'on devait parler, continuer à parler comme si on arpentait une ville la nuit. J'ai commencé à raconter l'histoire stupide de la fois où j'ai cassé un objectif lors d'un mariage et les rafistolé avec du gaffeur, parce que le couple ne s'en est jamais rendu compte. La foulée tenait la mesure, contrepoint de ténors patients à nos 3 voix qui ferraillaient. Quelque chose a changé quand nous avons rejoint la route. Quelque chose de simple et de bête, comme si le bitume était une ligne qu'elle ne franchirait pas. Le son s'est estompé à mesure que nos chaussures claquaient sur la surface mouillée. Et quand nous avons vu la voiture, la foulée avait disparu ou mon cerveau refusait de l'entendre. Nous n'avons pas parlé dans la voiture. Nous n'avons pas mis de musique. Nous avons juste roulé jusqu'à ce que les arbres remplacent le granit, puis que les maisons remplacent les arbres. Au rond-point où nous nous sommes arrêtés pour l'essence, je leur ai dit que j'enverrais par mail les bonnes photos s'il y en avait. On a essayé de dire qu'on reviendrait bientôt quand la météo apprendrait les bonnes manières. Ça sonnait comme promettre à un enfant qu'on passera le voir après avoir déménagé. J'ai dormi sur le canapé de Calum cette nuit-là, parce que l'idée de l'A9 me paraissait plus longue que sur la carte. Et aux petites heures, je me suis réveillé au bruit de quelqu'un qui marchait dans l'appartement au-dessus de nous. Il n'y a pas d'appartement au-dessus du sien. Le lendemain, rentré chez moi, j'ai ouvert l'Action Cam parce que je l'avais clipsé à ma sangle et oublié. Elle avait enregistré 22 minutes de brouillard et de souffle et d'hommes qui disent « right » et « fais gaffe » et « stop juste là ». Mate, j'étais sur le point de la supprimer quand quelque chose est apparu dans la forme d'onde. Nos pas sont de petites dents irrégulières, 4 ou 5 par seconde quand on se pressait. Le son en plus était plus lent, comme un métronome réglé trop bas pour danser. Et quand nous nous arrêtions pour prendre un azimut, il continuait 3 temps après nous, avançant dans un espace que nous n'occupions pas. J'ai posé un marqueur, puis un autre là où l'expiration a roulé le long du toit, parce qu'elle était là aussi. Un son épais, de violoncelle, comme un doigt mouillé qui glisse sur du verre. J'ai envoyé le fichier à Calum et à Nate, et je leur ai demandé s'ils l'entendaient ou si ce n'était que moi qui transformais du bruit au hasard en désordre. Ils ont tous deux répondu par le même texto d'un mot. Oui, une semaine a passé. J'ai dormi, surtout, et je me suis dit que ça avait été la météo. Je me suis dit que c'était des vieilles histoires venues s'enrouler pour faire la sieste dans ma tête, puis refusant d'en partir. Puis, il y a 2 nuits, Nate a envoyé sur notre discussion de groupe à 1h14 une photo du sol de son couloir. Elle montrait des traces humides allant de sa porte d'entrée au bas de ses escaliers, de longs ovales gris qui auraient pu être faits par quelqu'un posant le pied juste avant que l'eau n'ait le temps de sécher, espacés d'une manière impossible. Il habite une maison en enfilade avec un portail verrouillé et une porte qui frotte sur le cadre. Calum a répondu le premier par un « c'est tard » et une blague forcée sur le propriétaire. Nate n'a pas répondu pendant 10 minutes. Puis il a écrit « Je crois que c'est monté à l'étage et je jure que c'est la phrase la plus stupide qu'il ait jamais écrite et ça m'a desséché la bouche. »
Il n'a pas de voisin à l'étage non plus. La nuit dernière, j'ai sorti une pile de livres de montagne d'occasion de mon étagère parce que parfois les faits jettent du sable sur la peur. L'un a un chapitre où un grimpeur d'il y a un siècle dit avoir été suivi sur la grande montagne par quelque chose qu'il ne voyait pas. Pas pour pas, mais décalé, et il n'y est jamais retourné. Un autre volume mentionnait un effet de lumière qui fait paraître les hommes comme des tours quand le nuage s'y prête. Ça a aidé, mais seulement comme quand on met un nom sur une fièvre. Ça la brise un moment sans vous guérir. J'ai laissé tomber les livres et suis allé remplir la bouilloire. En revenant, j'ai remarqué que la poussière sur mon bureau portait 4 traces. Mes propres bavures brouillonnes, l'empreinte du bord d'un livre et 2 arcs lisses comme si une large pulpe de doigts avait testé la surface. Une fois, puis encore une, puis avait décidé de ne pas laisser plus de marques. J'écris ceci parce que j'ai commencé à l'écouter sans le vouloir. Quand j'attends la bouilloire, quand je reste sous la douche et que les tuyaux vibrent, quand un bus freine dehors et que les freins soupirent dans cette longue expiration mouillée. Je n'essaye pas d'invoquer quoi que ce soit. J'essaie de raconter l'histoire fidèlement pour que peut-être elle s'en aille, comme dire un mauvais rêve à voix haute le rend moins capable de prendre racine en vous. Si vous montez là-haut et que le temps tourne et que vous reconsidérez votre plan, écoutez votre pire vous et redescendez. Ce n'est pas du mélodrame, c'est du simple respect. La chose que j'essaie de ne pas taper, c'est ce qui me retrouve à 3 heures du matin, quand l'appartement est calme à la manière des villes, plein de petits bruits mécaniques. C'est la façon dont les pas sur la montagne allaient toujours un peu plus loin que les nôtres, comme s'ils répétaient l'itinéraire sans nous, comme s'ils savaient toujours où nous allions ensuite. Calum m'a appelé il y a 1 heure après que je lui ai envoyé un brouillon de ceci. Il a dit qu'il avait rêvé du sommet, mais qu'il regardait du mauvais côté dans le rêve, loin du cairn et vers un horizon plat. Et l'horizon a fait un pas plus près. Pas bougé, pas roulé, a fait un pas. Et s'est réveillé au son d'un cri dans la cage d'escalier. Son immeuble est une pile de silence après 10 heures. Il a ouvert sa porte et n'a trouvé que la queue d'un courant d'air qui sentait la bruyère écrasée et la pierre froide. Nous avons fait des plans idiots. Nous revoir au printemps et faire tout autre chose. Longer la côte en voiture et photographier des phares. Nous asseoir dans des pubs aux vitres embuées et réfléchir à la suite d'une façon prudente et ordinaire. Ça ressemblait à dire la grâce. Après avoir raccroché, la fenêtre m'a regardé en retour et je m'y suis vu, petit, dans ma petite chambre, et quelque chose derrière ce reflet avait la mauvaise sorte de hauteur. Si vous cherchez une note de certitude, je n'en ai pas. Je ne peux rien prouver au-delà d'un enregistrement qui n'a de sens que si vous y étiez, et d'un vieux mot gravé là où des hommes dorment dans une boîte de tiers quand le ciel s'écrase. Je sais que nous n'avons pas été poursuivis comme dans un film. Nous avons été accompagnés par quelque chose qui n'avait pas besoin de se presser. Je sais que depuis que je suis rentré, j'ai mesuré mon propre pas dans les escaliers. Talon pointe, testant si je pouvais faire cet espacement plus long. Et ma cuisse brûle une réponse de non. Je sais que la première fois que j'ai entendu l'expiration là-bas, la montagne m'a semblé avoir des poumons assez grands pour souffler tout le brouillard vers l'intérieur et laver la ville. Je sais aussi qu'il y a 2 heures, en remontant vers mon propre appartement, il y avait 4 pas dans la cage d'escalier moquettée devant moi, alors que j'étais la seule personne dedans. Et ce n'était pas un écho. C'était une répétition.